Bonjour, donc nous Bonjour. sommes les réalisateurs du film Brise-Lames. Moi je m'appelle Hélène Robert et voici Jérémy Perrin. Et nous sommes donc réalisateurs de films documentaires de création. Et Brise-Lames est notre deuxième film, tous les deux, ensemble. Et donc nous allons répondre à quelques questions. Je vais commencer par te poser la première. En tout premier lieu, donc qu'est-ce qui t'a amené au Japon et a initié ton désir de film? Alors, nous sommes arrivés au Japon il y a 6 ans suite à un texte que j'avais lu qui s'appelait Les fantômes du tsunami et pour lequel on m'avait demandé de réaliser des photographies. Donc c'est par ce biais-là que nous sommes arrivés la première fois au Japon et nous avons donc rencontré là-bas plein de gens, dont le moine Kaneta qui donc lui a plein d'expériences des possessions qui sont liées au tsunami 2011. Et c'est suite à la rencontre avec ce moine que nous avons eu envie de faire un film. D'autant qu'en fait on avait traversé toute la côte qui avait été ravagée par le tsunami et que nous avions on a pris connaissance de la construction d'un mur, donc de ce brise-lames, dont on n'avait jamais entendu parler et voilà, qui a impacté la côte visuellement, esthétiquement de manière assez considérable. Et on a décidé de faire un film autour de ces deux réactions au tsunami, donc une rationnelle et une irrationnelle, donc la construction de ce mur et les apparitions de fantômes et de possessions qui sont liées au traumatisme du tsunami de 2011 qui a fait quand même plus de 20 000 morts et disparus. Je te pose la deuxième question. Allez. Dans votre premier film, à Praga, vous aviez convoqué un personnage de fiction pour nous faire traverser la ville de Porto et interroger la place de l'homme en son milieu. Ici, c'est un film choral dans lequel s'enchevêtrent plusieurs témoignages. Qu'est-ce qui a guidé vos rencontres et le choix de vos personnages? Alors, ce qui a guidé nos rencontres, c'est un travail de préparation déjà assez efficace en amont parce que on travaillait au Japon, c'est loin, c'est coûteux. Et on s'est reposé sur une lettre de notre ami japonais, Kenji Hori, qui a pu nous aider à travailler à la préparation de toutes ces rencontres avec les gens concernés par le tsunami. Et puis, au-delà de ce travail de préparation qui est assez normal, en fait, je pense, dans un film documentaire, il s'est passé des super beaux hasards. Les histoires se sont un petit peu répandues. Donc du coup, on est passé aussi, grâce à l'aide de Richard Lloyd Parry, donc cet auteur qu'on avait contacté pour pouvoir contacter ses propres personnages de son article, nous a donné pas mal de tuyaux aussi. Et puis parfois, on a eu des beaux hasards comme à un retour du deuxième tournage où, dans une épicerie japonaise, j'ai un peu trop parlé et j'ai un petit peu discuté avec la vendeuse et en lui expliquant d'où on venait, elle m'a raconté que sa sœur était une des victimes du tsunami, donc elle nous a mis en contact notamment avec les coiffeuses que vous pouvez découvrir dans notre film et entre autres, et du coup ça a ouvert plein de possibles. Donc c'est un peu nos choix, notre travail de préparation et un peu le hasard, il en faut toujours un peu. Je te pose une autre question. Comment s'est construite cette mise en scène de la parole et est-ce un choix initial? Alors je pense que peut-être que vous devez parler de cette mise en scène avec notamment alors je sais pas si tous vous auriez vu le film, mais au moins dans le teaser vous pouvez voir, on a utilisé beaucoup d'images de méduses pour justement illustrer la parole notamment du moine Kaneta, donc des histoires de possession. Et c'est vrai que ça a été un des principes initial de réalisation de ce film, justement de sortir du réalisme documentaire pour essayer de construire justement un entre-deux-mondes cinématographique. Et c'est vrai que les méduses nous est assez vite apparu comme quelque chose d'évident parce qu'il nous fallait aussi des images qui puissent avoir une poésie et une symbolique assez forte tout en permettant l'écoute de cette histoire qui était quand même très forte et très poignante, et il fallait aussi qu'on respecte la parole de ce moine. Donc assez vite, en fait, on a fait ce dispositif de mise en scène de la parole du moine sur les méduses. Et le reste, voilà, c'est aussi
des rencontres documentaires, des choix qu'on fait sur place, des gros plans, des affinités esthétiques qu'on a, et un gros travail de montage qu'on a fait avec Laurent Leveneur aussi pour essayer de maîtriser cette matière. Je te pose une autre question. Comment ? La continuité narrative doit beaucoup à la bande-son remarquable de votre film. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail sonore? De quelle manière emprunte-t-il vos impressions et émotions sonores vécues sur place? Comment avez-vous travaillé? Alors, comment on a travaillé? Est-ce qu'on a été... nos impressions et nos émotions sonores sur place? Oui, bien sûr. En plus, moi qui me suis en charge de la prise de son et de l'univers sonore, c'est vrai qu'il était chargé, de par une culture qui n'est pas la nôtre, et puis un univers qui est particulier. On a beaucoup traîné dans les chantiers, beaucoup passé de temps avec le moine Kaneta, donc on a été empreint de musique à la fois traditionnelle bouddhiste et en même temps de plein d'ambiances de reconstruction. Et on voulait que ça fasse partie de cette bande sonore, et on a surtout fait appel à un musicien de musique contemporaine et de musique assez concrète, ouais, mais qui pouvait utiliser ce langage-là des sons pris dans le film, des sons digétiques, et en même temps le traduire à sa façon. Ce qu'on voulait, c'était un regard moderne aussi sur ce pays qui est toujours... qu'on dit souvent à cheval entre modernité et tradition, mais nous on voulait une musique originale, et pour ça on a investi Laurent, donc LG, le compositeur, assez tôt dans le projet. Je fais une petite parenthèse aussi avec le montage, puisque ça fait partie d'un principe qu'on aime bien, qu'on a refait pour la deuxième fois ensemble, Hélène, et qu'on aime bien, c'est de quand même associer, de créer une équipe assez tôt dans le film, donc même pendant la phase encore d'écriture et de recherche pour nous, une phase de développement, on investit les gens avec qui on veut travailler. Donc le compositeur sonore, il est arrivé assez tôt dans le projet, et ça lui a permis de nous donner des pistes de travail, et qu'on parte au dernier tournage, il me semble, avec déjà en tête des voix possibles de la musique. Et ça nous a certainement inspiré aussi pour le montage final. À moi de t'en poser une, et je crois que c'est la dernière, il me semble. Votre film entrelace le monde des vivants et celui des morts. Est-ce le terrain documentaire qui vous fait aboutir à ce récit? Quelque chose qui a trait au rapport au monde de la culture japonaise, et qui a imprégné le film? Point d'interrogation. J'ai l'impression qu'on a déjà quand même un petit peu répondu à peut-être une petite partie de cette question. Alors je ne sais pas trop si je vais répondre précisément, mais c'est vrai qu'en tout cas ce rapport entre les morts et les vivants nous a aussi évidemment intéressés au-delà de la culture japonaise, et on trouvait qu'évidemment ça a aussi interpellé notre propre culture et notre propre rapport entre les morts et les vivants. Et on a notamment été assez marqué par le livre de Vinciane Després, Au bonheur des morts, qui elle raconte aussi toute une série d'histoires comme ça, de pensées, de souvenirs, de rêves prémonitoires qu'ont pu avoir certaines personnes après le décès d'un proche. Et en nous renseignant, on s'est rendu compte qu'en fait, que c'était pas si éloigné aussi de notre culture. Ce rappel dans le quotidien de nos morts, et évidemment on espère avoir fait un film aussi qui puisse dépasser juste l'enceinte de la culture japonaise, et qui puisse évidemment nous rappeler, nous faire réfléchir, ou en tout cas nous susciter des interrogations sur nos morts, et sur le lien qu'on peut avoir avec le lien sentimental, émotionnel, symbolique. Ok, j'ai rien à ajouter, parce que je dirais que dans le même ordre d'idée, le terrain documentaire, en tout cas l'urgence documentaire, à un moment de documenter aussi un événement qui est ce grand tsunami de 2011. Je suis assez d'accord avec toi, Hélène. L'idée était aussi de dépasser l'énorme catastrophe que ça représente, et de nous permettre de réfléchir un petit peu au-delà. Et ça aussi, c'était dans l'idée de le faire
toutes ces victimes et les gens autour de ces victimes qui témoignaient dans le film et qui le font de manière très généreuse. Et qu'on espère bientôt, ça sera bientôt les 10 ans du tsunami au Japon, et on espère vraiment pouvoir montrer le film plus qu'il a été montré. Il a été un petit peu montré au Japon, mais on espère pouvoir le partager davantage avec ces gens qui ont vécu cet événement et qui nous ont permis d'écrire ce film et de vous le proposer. Bonne séance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bon visionnage. Bon visionnage. Malheureusement pas en direct pour en discuter avec vous, mais voilà. À bientôt. À bientôt.